2 juillet 1988. Le corps est en train de vivre une apocalypse. De deux choses l'une. Ou bien le corps sera écrasé, ou bien c'est la profonde fausseté de la mort. C'est une espèce de bouillie de feu, F majuscule, et de douleur. J'aimerais prouver qu'ils ont raison. The Hindu, 4 juillet. New York, 3 juillet. Le Pakistan a mené à terme jusqu'à 4 bombes atomiques capables d'être lancées par les bombardiers fournis par les Américains, selon les sources de renseignements occidentales citées dans le Newsweek d'aujourd'hui. Il y est dit que le Pakistan a reçu le modèle de sa bombe de la Chine, d'après un plan qui a fait ses preuves. Les avancées techniques permettent non seulement de fabriquer des bombes sans les tester, mais de les améliorer constamment, selon cet article. 7 juillet 1988. La caverne des Panis. Les trafiquants d'essence, les gardiens du donjon. Je crois que le corps commence à saisir concrètement le secret. Je ne sais pas comment on peut supporter ça en vivant, mais ça a l'air possible. Ce serait cela le spell, mais c'est un spell redoutable et féroce, et, en lettres capitales, fabuleux. Ce serait la fin du malheur terrestre, M majuscule, si Dieu veut. 8 juillet 1988. On croit savoir, et puis tout échappe, on ne sait plus. On est seulement dans la nuit et la douleur déchirante. 9 juillet 1988, je recommence, debout, à marteler. 13 juillet 1988, je suis en train de voir au microscope la réalité des forces qui possèdent, en italique, la matière, M majuscule. C'est-à-dire qu'elle me saute innombrablement à la figure, si je puis dire, parce que c'est partout. C'est vraiment cela, le grand malheur de cette matière. On peut se battre, peut-être, contre un dragon, mais contre une termitière de petites forces cruelles et inlassables. Nuit du 13-14 juillet 1988. Je le note parce que c'est tout de même bizarre. Pour la 3e fois, cette nuit, en l'espace de 5 ou 6 jours, j'étais poursuivi et capturé, entre guillemets, par des êtres d'ombre dans l'ombre. Et ils me condamnaient à mort, à être pendu. Pas cette nuit, mais la nuit d'avant, je m'échappais de ces êtres d'ombre, mais ils me poursuivaient et m'ont cerné. Et alors, c'est amusant, comme j'allais être repris par eux, j'ai crié « Ma, rends-moi invisible !» Point d'exclamation entre parenthèses, et tout, en italique, a disparu instantanément. Qu'est-ce que c'est que ces êtres d'ombre qui me poursuivent si tenacement? Les Panis? Et ils me condamnent à mort en me faisant sentir ce que signifie la rupture du cou. Ça grouille dans l'ombre du corps. Après tout, c'est bon signe si cette ombre-là est enragée. Point d'exclamation entre parenthèses. Dans la vie normale des êtres humains, tout ce grouillement-là reste bien caché.
Et après, il se retrouve malade, cancéreux et mourant, sans savoir pourquoi. Au fond, tout ce que la médecine sait vous dire, c'est « vous êtes mort à cause de la mort », M majuscule. 14 juillet 1988. Je ne sais plus du tout ce que veut dire la vie, entre guillemets, telle que les hommes l'entendent. Je suis seulement une matière en proie aux douleurs et convulsions d'un monde inconnu. 1000 fois j'ai dit, et je me répète à moi-même, que l'on ne peut pas faire ce travail pour soi, pour son illumination, son ceci, son cela, et tout le Bataclan spirituel des libérations, parce que c'est la démolition complète de tout ce qu'on appelle pour soi, entre guillemets. On peut faire cela seulement pour la beauté de Dieu, et parce que tout notre truc est assez ignoble. Le mérite de notre époque est que l'on peut s'apercevoir que c'est assez ignoble. D'où la solution possible, la seule solution, trouver la porte du corps. Tout le reste est pourri et frauduleux ou périmé. Dans un océan envahi par les requins, le dernier ou les derniers petits poissons ne chercheraient pas d'autre salut. Sans date. On essaie d'accrocher un éternel à ce qui est tout à fait transitoire, un infini à ce qui est tout à fait fini, et un absolu à ce qui passe et tout passe. C'est cela notre grandeur et notre douleur et notre illusion. Ce qui n'a pas passé, c'est mon regard sur cette vague. Il ne me déplaît pas que ce regard passe aussi, mais un autre frère regardera. Quand on aura tué toutes les mouettes, il restera mon cœur. 17 juillet 1988, nouveau cahier, que ce soit le dernier. The Hindu, 17 juillet 88. La mer de Barents devant un désastre naturel. La mer de Barents est en proie à une crise écologique majeure qui menace la riche variété de la vie sauvage dans ces eaux glacées de l'Arctique. Après des années de surexploitation de la pêche par les chalutiers de nombreux pays européens, des centaines de milliers d'oiseaux marins et de phoques sont mortes de faim parce que les liens vitaux de la chaîne alimentaire ont été détruits, d'après les écologistes. Nous avons une crise écologique majeure en mer de Barents, a déclaré Johannes Hamre, maître de recherche à l'Institut de recherche maritime d'Oslo. Cela ne pourrait pas être pire que maintenant, a-t-il dit à l'agence Reuters. Si c'était arrivé sur la terre ferme, cela aurait été considéré comme l'un des pires désastres naturels au monde. Mais parce que c'est arrivé sous l'eau, personne n'a vu ce qui était en train de se passer. La vaste mer de Barents, qui tient son nom de l'explorateur hollandais du XVIe siècle, Willem Barents, couvre une surface de 1,3 million km² entre le nord de la Norvège et l'Union soviétique. Les environnementalistes disent que sa fragile écologie arctique a été détruite par la pêche surintensive de deux espèces particulièrement importantes, le hareng et le capelan. Le capelan est un petit poisson qui sert à la nourriture animale. Il se nourrit de plancton et est mangé à son tour par des poissons plus gros, dont le cabillaud. Les harengs constituent une partie importante du régime des oiseaux de mer et des phoques. L'année dernière, presque 70 000 phoques qui ont l'habitude de rester bien au large se sont noyés parce qu'ils ont été pris accidentellement dans des filets de pêche
près de la côte nord de la Norvège. Il s'était approché de la côte parce qu'il cherchait désespérément à manger. Ce qui fut la plus vaste colonie de macareux du monde, sur la petite île de Røst au large de la Norvège, a diminué rapidement. En 1986, l'île aux ours abritait une importante colonie de 250 000 guillemots, mais un an plus tard, celle-ci se trouvait réduite de 90%. Ils n'ont tout simplement pas pu trouver assez de poissons pour survivre, a déclaré Paul Prestrunt, un biologiste de l'Institut de recherche polaire norvégien. Les stocks de crevettes s'amenuisent aussi, disent les scientifiques. Si les politiciens ne changent pas la politique actuelle de surexploitation des ressources, l'avenir s'annonce très sombre, a déclaré Bente Adjordet de l'Organisation environnementale de la Norvège à l'agence Reuters. Il y a peu de chances que la situation s'améliore tant que des restrictions plus sévères sur la pêche ne seront pas imposées. Cette espèce dite humaine va disparaître ou être dépassée. Il faut que quelques-uns fassent le passage. Leurs atrocités entre eux ne me peinent pas autant que leurs atrocités ignobles vis-à-vis des autres espèces. Il faut ouvrir la racine en deux ou aller en fumée. On est dans les jours de feu. On égale le corps. Ils ont pillé, pollué et ravagé la terre seulement pour l'amélioration de leurs dents de requin. Ils n'ont pas produit de surhommes, mais des super requins. Quel titre ont-ils à régner sur cette terre? Ils sont plus forts que les bêtes, voilà tout. Et leurs précieux petits sont des dons de Dieu, nous dit le pape, tandis que les autres ne le sont pas. Nous sommes submergés par ces précieux dons de Dieu. 20 juillet 1988. C'est un écrasement effrayant. Chaque seconde comme la dernière. Ce n'est pas de mourir qui est difficile, c'est de supporter cette mort en vivant. On est au bout. Parfois le corps est comme une épée de foudre. Parfois il est écrasé comme un accordéon avec toutes ses vertèbres empilées dans une bouillie de douleur et de feu. C'est le bout. On invoque la délivrance de la terre. Si une goutte de ça pouvait entrer dans cette nuit de fer et pulvériser la mort du monde, ou faire un trou pour le passage de mer dans son corps nouveau, la vraie apocalypse. « 21 juillet 1988. Conversation avec Sujata. Les obstacles et l'obstacle, au majuscule. Sujata. Et puis, après, d'autres parties du rêve. C'est là où j'ai perdu mon lien. Je ne sais pas comment cela s'est fait. J'ai dû sortir de là et, pour quelle raison, je ne sais pas, je me suis trouvée devant une grande porte, pas d'un garage, mais d'un godown, entrepôt peut-être, qui était fermée. Et puis, j'ai aperçu Umichandra, point d'interrogation entre parenthèses, qui était avec une sorte d'échelle ou quelque chose comme ça. Il voulait rentrer. Umichandra s'occupait de la construction autrefois, des réparations des maisons, etc. Pas de nouvelles constructions, mais des réparations. De l'ashram. Et de l'ashram, oui. Alors il est rentré et je suis rentrée avec lui. Et là, je n'ai pas le souvenir de ce qui s'est passé. Quelque chose s'est passé là, mais
J'ai oublié complètement cette partie. Donc, j'en viens à la dernière partie. C'est vous que je cherchais. Je vous ai aperçu au bord de la mer, je crois, sur le trottoir. Donc, je suis allé derrière vous pour vous rejoindre. Et après, nous allions quelque part. À ce moment, j'étais sur une bicyclette. Alors, j'allais, c'était sur le trottoir ou la route, ça changeait. Et vous, c'est là où c'était très drôle, dès qu'il y avait une obstruction, vous montiez la bicyclette. On volait dans l'air, dépassait et on roulait, c'était comme ça. J'ai même le souvenir d'un bullock cart, char à bœuf. Oui, d'abord il y avait autre chose, je ne sais pas quoi, que nous avons dépassé comme cela. Alors, ça m'a beaucoup amusé. Et puis, deuxièmement, il y avait une sorte de bullock cart qui venait, et alors tout simplement, vous avez soulevé la bicyclette et on a fait ça. Geste. Et celui qui conduisait a regardé, je crois qu'il y avait même 2 personnes qui regardaient avec étonnement. Qu'est-ce qui se passe? Sujata éclate de rire. Nous étions dans l'air, et puis, tranquillement, on s'est reposé et on allait. Mais, juste après, j'ai eu l'impression, et je ne sais pas comment cela se fait, c'est moi qui faisais marcher la bicyclette, et vous étiez derrière, n'est-ce pas, aidant à faire toutes sortes de gymnastiques. Mais, après, tout d'un coup, j'ai réalisé que vous ne bougiez pas, et qu'en fait, vous étiez appuyé contre moi, votre tête sur mon dos, comme ça, et très tranquille, comme endormi. Voilà. Satrem, oui. Silence. Sujata. Je ne sais pas si cela a un sens quelconque. C'était des bizarreries totales, mais je vous raconte à tout hasard. Satrem. Oui, endormi, ça veut dire c'est une action intérieure, un pouvoir intérieur qui fait des actions et franchit les obstacles. Ah oui, et légèrement, si légèrement, facilement. Vous faisiez comme ça et puis voilà. Avec la main comme ça? Oui, au début comme ça. Oui, juste comme on soulève une plume. Mais oui, à peine. C'est une action intérieure qui passe par-dessus des obstacles. C'est une action intérieure qui passe des obstacles. Et on ne les contournait pas, hein. Oui, on passait par-dessus. On ne se cognait pas contre, tout simplement, souriant, on montait dans l'air et on redescendait sur terre. Oui. C'est un mélange. C'est du passé et aussi du présent, ou quoi? Tout ce que tu as raconté avant, cette partie du rêve, évidemment, c'est du passé. Oui, sauf qu'il y a peut-être des mauvaises intentions tamoules, indiquées dans la première partie du rêve, quelque part par là-bas, mais oui, bon, ça on le sait, mais enfin, ce n'est rien. Du présent, je ne sais pas. Mais ce qui m'est resté et qui m'a beaucoup intéressé, c'était votre action, comme ça. Silence. Dans Savitri, il y a quelque chose comme ça. Sri Aurobindo parle de leur action, Mère Sri Aurobindo, qui est comme un sommeil. Oh! Oui, c'est une action intérieure, n'est-ce pas, qui ne fait pas de mouvement, mais qui émet ou transmet une volonté, et puis l'obstacle est surmonté. Je ne sais pas à quoi cela correspond, à quoi cela répond dans le présent, n'est-ce pas? Je ne connais que les obstacles de mon dos. C'est douloureux. Ah, ça, je ne vole pas par-dessus. Je suis plutôt écrabouillé dedans. C'est douloureux. Mais à l'extérieur, je ne sais pas du tout. Et puis, je ne cherche rien à savoir. S'il y a quelque chose à savoir, on me le montre ou on me... Voilà, je ne cherche pas à savoir quoi que ce soit. J'ai simplement la sensation d'un formidable obstacle, au majuscule, à traverser dans mon propre corps. C'est tout ce que je sais.
un formidable obstacle au majuscule et une formidable puissance au majuscule pour traverser cet obstacle. C'est tout ce que je sais. Ce n'est rien pour l'extérieur, c'est pour quelque chose à venir, n'est-ce pas? Je n'ai pas saisi, mais ce n'est rien pour les choses du monde extérieur, c'est quelque chose pour l'avenir. Ce que vous faites, oui, oui. Mais je ne sais pas, ma douce. De temps en temps, on me montre des choses du monde, mais on me les montre pour que je sache, c'est comme ça ou c'est comme ça. On me montre des situations, c'est tout. Silence. Puis plus tard, je repense à ton histoire dans la rue, sur ta bicyclette où on surmontait des obstacles. Tu as vu un bullock cart, hein? Oui, ça c'était le dernier. Avant, il y avait quelque chose aussi. Mais le bullock cart, ce n'était pas le symbole du Congress autrefois? Je n'ai pas le souvenir. Oui, mais moi je me souviens. Oui, peut-être. C'était le symbole de... Avant le split, la division. Oui. C'est-à-dire, quand Indira a pris la main comme symbole, et avant c'était le bullock cart. Ah bon, je n'avais pas le souvenir du tout. Sujata pouffe de rire. Quand est-ce qu'il y a eu cette division du Congress? En 69, c'est-à-dire quand Indira a nommé Giri comme président de l'Inde. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris la main comme symbole? Je crois bien. Oui. C'est probablement des choses du passé que tu as vues. Une action du passé. Ah, Dieu sait qu'on a sauté par-dessus des obstacles. Hein. Satprem et Sujata éclatent de rire. Et maintenant, on ne saute plus par-dessus. On est dedans. Sujata pouffe un peu douloureusement. Enfin,